Quand on pense au canal de Suez, on imagine souvent ce grand ruban bleu de 190 km qui tranche le désert égyptien. C'est une prouesse d'ingénierie, c'est sûr, qui a complètement changé les cartes du monde en reliant deux mers. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette méga structure, elle n'arrête jamais de se réinventer, et à une vitesse qui est assez stupéfiante. Pour bien saisir cette évolution, on va prendre l'exemple de sa plus récente expansion. Les ingénieurs, eux, ils demandaient 5 ans pour réaliser un projet qui était colossal. La réponse du président égyptien, ils n'auront qu'un an. On peut imaginer la pression. Et pour réussir, il a fallu déplacer 500 millions de mètres cubes de sable. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 200 pyramides de Gizeh. Et tout ça en moins d'un an. Alors la question se pose, comment est-ce que c'est même possible de réaliser un projet aussi pharaonique en si peu de temps? La réponse, eh bien, elle se trouve dans un bond technologique absolument incroyable. On est en 2014 et le coup d'envoi est donné pour un chantier titanesque. L'objectif, creuser une nouvelle voie de 72 km juste à côté du canal qui existe déjà pour permettre enfin une navigation dans les deux sens en même temps. Le résultat, ça a été une vraie révolution. C'est un peu comme si on avait transformé une route de campagne en autoroute à plusieurs voies. C'était fini les convois, fini les longues attentes. Le temps de transit est passé de 18 à seulement 11 heures. Ça a rendu le trafic beaucoup plus fluide. Mais pour vraiment apprécier l'exploit moderne, il faut faire un petit saut dans le passé. On retourne en 1859. Quand Ferdinand de Lesseps lance le projet original, il fait face à rien, le vide, un désert aride complètement isolé du monde, un vrai no man's land. Les conditions de travail étaient brutales. Les premiers ouvriers étaient littéralement dans l'eau jusqu'aux cuisses et se passaient des mottes de boue de main en formant une longue chaîne humaine pour creuser. Une technique primitive et surtout complètement épuisante. Et le point crucial ici, c'est que ce travail était fait sous le régime de la corvée. En gros, c'était un système de travail forcé. Les paysans égyptiens étaient simplement réquisitionnés sans être payés. Près de 400 000 fellahs en creusaient le canal dans des conditions extrêmes et des milliers ont perdu la vie. Et ça nous amène directement au cœur de notre sujet, le duel entre les machines et le désert. Quel est le fossé technologique qui sépare la révolution industrielle des monstres d'acier qu'on utilise aujourd'hui? Bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au 19e siècle, pour excaver 70 millions de mètres cubes de sable, ça a pris 10 ans. Aujourd'hui, cette même quantité, on la déplace en moins de 2 mois. Le gain d'efficacité est tout simplement ahurissant. Les outils ont complètement changé. On est passé de la drague à long couloir, qui était une invention révolutionnaire pour l'époque, mais très instable et propulsée à la vapeur, à la drague suceuse moderne. C'est un véritable aspirateur flottant de 38 000 chevaux, capable d'avaler 10 000 mètres cubes de sable à l'heure. Bon, mais comment ça fonctionne, un monstre comme ça? Le principe est assez simple, mais l'échelle, elle, est gigantesque. Une fraise géante vient broyer le fond de la mer, des pompes hyper puissantes aspirent le mélange de sable et d'eau, et des conduits flottants évacuent tous les débris à des kilomètres de là. Pendant ce temps, le navire, lui, continue d'avancer sans jamais s'arrêter. Mais le canal, ce n'est pas juste une histoire de construction. C'est une voie d'eau qui est en constante évolution, qui a dû surmonter des défis constants tout au long de son histoire. Le 20e siècle a été particulièrement mouvementé. En 1956, sa nationalisation par le président Nasser déclenche une crise internationale majeure. Puis en 1967, la guerre des 6 jours le ferme et le transforme en véritable champ de bataille pendant 8 longues années. Et quand il rouvre enfin en 1975, un nouveau problème apparaît. Le canal est déjà trop petit pour la nouvelle génération de superpétroliers. Une autre expansion devenait donc inévitable. Cette citation d'un expert résume le dilemme à la perfection. En gros, les ingénieurs construisent un canal qu'ils pensent être de taille raisonnable. Mais ils sont déjà en retard par rapport aux navires qui sont en train d'être construits. C'est une course sans fin au gigantisme. Et cette course perpétuelle au gigantisme, elle s'explique par une seule chose, l'importance capitale du canal. C'est devenu ni plus ni moins une artère vitale du commerce mondial. 8 du trafic maritime mondial, ça peut sembler peu au premier abord, mais cette part représente des milliards de dollars de marchandises chaque année et ça donne au canal une importance stratégique qui est juste énorme. Et voici pourquoi c'est si important. Le canal, il réduit le voyage entre l'Europe et l'Asie de plus de la moitié. Un trajet de 19 000 km en contournant l'Afrique devient soudainement un trajet de seulement 8 000 km. C'est un gain de temps et d'argent qui est colossal. L'influence du canal est tellement forte qu'elle a créé sa propre unité de mesure, le Suezmax.
C'est un standard mondial en architecture navale qui définit la taille maximale qu'un navire peut avoir pour passer. Donc, le canal ne fait pas que s'adapter au navire, il dicte la façon dont on les conçoit. Et bien sûr, tout ça, ça a un coût. Le passage d'un seul gros porte-conteneurs peut coûter autour de 800 000 $. Si on multiplie ça par des dizaines de navires par jour, on comprend assez vite que le canal est une source de revenus massive pour les gîtes. Après avoir creusé l'impossible au 19e siècle et repoussé toutes les limites de la vitesse au 21e, on voit bien que le canal est en perpétuelle mutation. Alors, la question demeure, dans un monde qui est en mouvement constant, quel sera le prochain grand défi que cette mégastructure devra surmonter?